Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour et bienvenue dans le Wunderparlement. Nous sommes le 23 novembre 2023 en direct ou presque du Parlement européen à Strasbourg, qui en vrai est à Bruxelles, mais il ne faut surtout pas le dire. Et Wunderparlement spécial radio associative avec deux invités radio associative. Laurent Janvaux, directeur de la radio strasbourgeoise Accent 4. Absolument. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et Romain Lostis, journaliste à Strasbourg pour EU Radio, qui est un peu nantaise. C'est ça. Bonjour Jean-Luc. Et nous avons également deux volontaires européennes pour découvrir ces radios ici présentes. Lizzie, bonjour. Bonjour. Lizzie, tu viens de Géorgie, Oui, c'est aux ça. États-Unis. Pas du tout. C'est un pays qui est situé dans la région Caucase. Elena, toi tu n'es pas de Géorgie, Elena, tu es également volontaire européenne. Est-ce que tu as envie de nous dire d'où tu viens ? Oui, avec plaisir. Je viens de Russie. Voilà, donc Lizzie, Elena et moi, Jean-Luc, pour le Wunderparlement, nous recevons deux représentants de radios associatives très différentes que nous allons découvrir au cours de cette émission. Alors, on va commencer par le régional de l'étape, Laurent Janvaux, directeur d'Accent 4. Alors, Accent 4, est-ce que tu peux nous présenter cette radio ? Ah oui, c'est très facile. C'est une radio de musique classique. Une radio de musique classique qui fait découvrir, aimer et apprécier la musique classique dans tout ce qu'elle a de fabuleux et d'émotionnel. C'est-à-dire que notre volonté à Accent 4, c'est de proposer un programme de musique classique qui permet à la fois aux mélomanes les plus avertis de découvrir des œuvres dans leur intégralité, mais aussi de permettre à ceux qui n'ont pas forcément tous les codes ou qui n'ont pas forcément l'éducation musicale chevillée au corps, d'apprécier la musique classique. C'est tout un exercice d'équilibriste qu'on essaye de produire tout au long de la journée avec plusieurs propositions de programmes, notamment entre 6h et 10h avec une proposition de musique classique plus ouverte, plus variée. Et puis ensuite, à partir de 10h, des émissions thématiques qui permettent vraiment de rentrer dans une œuvre, de découvrir le compositeur, de découvrir son époque, parce que toutes les compositions, toutes les œuvres ont toujours un lien puissant avec l'époque dans laquelle elles ont été composées. Et donc, c'est une alternance de ce type de programme que nous proposons 24 heures sur 24 sur Accent 4. Et puis, évidemment, à travers le prisme de notre région, c'est important pour nous. L'Alsace est au cœur de notre offre, à travers les compositeurs alsaciens. Ils sont très nombreux, et compositrices alsaciennes. Et aussi de soutenir toutes les initiatives culturelles qui existent autour de la musique classique en Alsace. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de concerts qui sont organisés tout au long de l'année. Et puis je terminerai par notre action aux côtés des orchestres plus officiels en Alsace, que ce soit l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg ou l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, avec lesquels nous travaillons à la fois dans la promotion de leurs concerts, mais aussi dans la découverte de leurs propositions tout au long de la saison, parce qu'il y a ce que l'on sait, ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire les différents concerts qui ont lieu pour le grand public, mais il y a aussi tout un travail qui est réalisé par les deux entités à Mulhouse et à Strasbourg auprès de publics qui sont quelquefois éloignés de la culture et éloignés de la musique classique. Justement, la musique classique, pour essayer peut-être de casser des préjugés, je suis spécialiste en préjugés et stéréotypes. La musique classique, c'est un truc de vieux Oui, très clairement, oui. C'est quelque chose qui ressort souvent quand on parle de la musique classique. C'est une idée que l'on a à l'esprit. C'est pas tout à fait faux. C'est vrai que la musique classique souvent séduit un public un peu plus âgé parce que c'est un vrai problème,
un vrai questionnement dans l'éducation aujourd'hui, quel que soit le pays européen. Comment la jeunesse peut-elle se rapprocher de la musique classique? Comment peut-elle acquérir les codes de la musique classique? Parce qu'il faut être accompagné. Écouter la musique classique, c'est bien, mais la découvrir, il faut être accompagné, il faut connaître l'œuvre, il faut connaître le compositeur. Et ce travail-là ne se fait peut-être pas suffisamment dans les écoles pour un tas de raisons. Et je pense que s'il y a un effort à produire, c'est celui-là, c'est-à-dire tenir la main des plus jeunes pour aller vers l'univers de la musique classique qui finalement, quand on y regarde d'un peu plus près, est souvent le prémisse à un certain nombre de grandes compositions musicales d'aujourd'hui. Il suffit de regarder d'un peu plus près les jeux vidéo, la musique des jeux vidéo. La musique des jeux vidéo, elle est essentiellement composée de mélodies qui trouvent leur origine dans le répertoire de la musique classique. Donc oui, c'est un public plus âgé qui aime la musique classique, et oui, le public jeune est prêt à l'aimer aussi, pour peu qu'on arrive à connecter tout le monde avec les compositeurs et l'origine de la musique classique. Les jeux vidéo, première industrie de loisirs mondiale, un chiffre d'affaires supérieur au cinéma, aux livres, à la musique, c'est incroyable. Et avec quelques milliards de joueurs qui seront peut-être un jour des auditeurs d'Accent 4. Accent 4, les studios sont à Strasbourg. Absolument. Vous diffusez en FM et DAB+, sur toute l'Alsace, me semble-t-il? Absolument, une fréquence à Strasbourg, une autre à Colmar et une fréquence également à Sélestat. Et surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, une couverture DAB+, sur l'ensemble de l'Alsace, ce qui permet d'avoir, en ce qui concerne la musique classique, une excellente qualité de diffusion qu'on n'avait pas tout à fait avec la FM, et le DAB+, nous permet justement de nous améliorer de ce point de vue-là. DAB+, mais qu'est-ce que c'est le DAB+? C'est un vrai mystère pour tout le monde. Oui. C'est vrai. En fait, il n'y a pas grande question à se poser. Le DAB+ s'installe naturellement aujourd'hui, par exemple, dans toutes les voitures. Depuis 3 ans, tous les autoradios sont équipés, pour les voitures neuves, d'un canal DAB+. Même les petites voitures pas chères? Oui, même les voitures pas chères, les postes transistors sont à la fois équipés de DAB+, et de FM, ce qui permet à l'auditeur dans sa voiture de suivre un programme, qu'il soit en DAB+, ou en FM. La différence ne se perçoit à peine. Pas parce que l'autoradio bascule d'un support à l'autre, mais pour faire plus simple. Le DAB+, c'est de la radio numérique. Comme on est passé du hertzien pour la télévision au numérique pour la télévision, c'est exactement le même système. On passe de la FM au numérique en radio. Et le principal bienfait, c'est la qualité sonore, c'est-à-dire on n'a plus les grésillements qui sont liés à la transmission FM. On a une excellente écoute possible en suivant le canal du DAB+, et surtout, on n'a plus de coupure. C'est-à-dire, on peut partir de Haguenau et aller jusqu'à Mulhouse, voire même jusque dans le Sungo, et on a Accent 4 en permanence sans aucune coupure. Alors, le Sungo, est-ce qu'on peut écouter EU Radio dans le Sungo? Romain Lostis, journaliste strasbourgeois, même si tu n'es pas né ici, pour EU Radio. EU Radio est née à Nantes. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter cette radio? Alors, EU Radio, aujourd'hui, c'est la première radio européenne de France. Donc, elle est née en 2007 à Nantes. Elle a été fondée par Laurent Sobron, qui est une journaliste, qui était une europhile convaincue et qui a été un petit peu, choquée par l'échec du traité constitutionnel de 2005, pour vous faire un peu de révision de l'histoire européenne. En fait, en 2005, les États, les gouvernements de tous les États de l'Union européenne ont tenté d'aller un peu plus loin dans leur Union européenne, dans leur coopération. Et il y avait même une petite dimension fédérale, en fait, dans l'idée de transformer un peu les traités constitutionnels de cette Union européenne. Le traité a été signé, il est arrivé jusqu'au Parlement de chaque État européen. Et c'est alors que le Parlement français et le Parlement hollandais, chaque député de ces pays-là, ont finalement voté contre l'acceptation de ce traité constitutionnel. N'était-ce pas plutôt un référendum populaire avec tous les citoyens français qui ont rejeté Pour faire office de ratification, oui, par le Parlement ensuite. Et donc, suite à cet échec du traité constitutionnel, donc Laurent Sobron s'est rendu compte qu'il y avait comme un fossé grandissant en fait entre ce qui se décidait dans les lieux de décision de nos démocraties européennes et les territoires, les citoyens
qui eux n'étaient pas prêts, n'étaient pas suffisamment informés et n'étaient pas informés de la même manière sur ces enjeux européens. Donc est né en 2007 à Nantes EU Radio, qui s'appelait à l'époque EU Radio Nantes. On a aussi pu surfer sur la petite révolution technologique du passage de la FM au DAB+, ce qui a permis à EU Radio Nantes d'exploser littéralement. On est aujourd'hui présent dans 18 villes en France et aussi à Bruxelles. Donc on émet sur la FM, sur le DAB+, on a aussi un site web qui nous permet d'être une web radio. On diffuse aussi sur les plateformes Deezer, Spotify. 24 heures sur 24, donc la moitié du temps du contenu d'information, l'autre moitié du temps de la musique, donc avec une playlist elle aussi 100% européenne. Donc là, il faut entendre l'Europe au sens large. Donc, on peut passer de la musique du songo, je ne sais pas, mais on passe de la musique géorgienne, russe, arménienne, turque. Voilà, c'est vraiment l'Europe au sens large, de la musique émergente, la plupart du temps, des artistes qui ne sont pas encore connus du grand public. Dans un style indé rock international. Voilà. Et au niveau du contenu informationnel, on essaye, c'est toujours un peu le challenge, là aussi un jeu d'équilibriste comme Laurent l'expliquait, on essaye d'avoir une approche pédagogique là aussi, puisqu'on est une radio grand public. Donc l'idée c'est d'amener aux auditeurs le fonctionnement de cette Europe, comment elle est multiple, puisqu'on ne vit pas l'Europe de la même façon si on est en Suède, en Espagne, en France, etc. On ne vit pas l'Europe de la même façon si on est député européen, chef d'entreprise, étudiant, académique, je ne sais pas, artiste. Et pourtant, cette Europe, elle est présente dans chaque secteur de nos sociétés, de nos économies. Donc l'idée, c'est de faire dialoguer. On est une radio locale européenne, donc c'est de faire dialoguer ce qui se décide, par exemple, ici, au Parlement européen, les grands débats, les grands votes entre les députés, les visites des ministres, les amendements, les trilogues, voilà, tout ce jargon un peu démocratique, politique, un peu complexe, et qui pourtant débouche sur des lois européennes qui ensuite ont un impact sur nos vies quotidiennes. Faire dialoguer tout ce qui se décide ici, dans ces lieux de décision, avec les réalités des territoires. Et c'est un peu le reste de notre travail, pendant le reste de l'année, un peu faire remonter les intérêts de chaque citoyen et les grands textes, les grands enjeux européens. Alors, comme je l'ai déjà dit, je suis spécialiste en préjugés. Ce ne sont que des vieux qui écoutent la musique classique. Et l'Europe, personne n'en a rien à foutre. Et tous les médias disent toujours que on ne parle pas d'Europe parce que ça n'intéresse personne. Et en plus, personne ne comprend rien. Donc, comment intéresser des auditeurs, des auditrices à ces sujets européens qui sont pas forcément très compréhensibles, qui sont parfois lointains, avec un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas. Qui peut s'intéresser à l'Europe et comment intéresser les auditeurs, trices à ces sujets ? C'est un peu tout le challenge, c'est vrai. On dit toujours que l'Europe est loin de ses citoyens, que l'Europe est trop compliquée, on la comprend pas, voire même on la méprise, parce que quand on en entend parler, c'est souvent dans le négatif. Il y a un an, c'était par exemple avec le scandale de corruption du Qatargate. Là, tous les médias nationaux en parlaient. Voilà, les députés européens sont corrompus, la Commission européenne... peut-être aussi, on ne sait pas ce qui s'y passe. En fait, on n'y comprend rien, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc c'est souvent via ce biais-là qu'on entend parler de l'Europe. Donc le challenge pour nous, pour en parler différemment, il y a plusieurs façons d'y arriver. L'une des bonnes façons d'y arriver, c'est de montrer aux auditeurs et tout simplement aux citoyens et à la société tout ce que l'Europe fait pour eux, ou tout ce que l'Europe pourrait faire pour eux. Par exemple, en suivant, c'est un peu trivial, mais en suivant la piste de l'argent, en fait, on va, nous, en tant que radio de territoire, on va sur les territoires, on va voir, je sais pas moi, telle association de jeunesse ici dans le quartier du Neuf à Strasbourg, par exemple, qui, je sais pas, a pu rénover ses locaux grâce à des subventions européennes, qui a pu embaucher 2 animateurs de jeunesse grâce à des fonds européens. On va voir les étudiants de Strasbourg et on peut aller à la rencontre des centaines d'étudiants internationaux qui aujourd'hui font leurs études à Strasbourg grâce à l'argent de Erasmus+, par exemple. Erasmus qui est assez célèbre pour le coup auprès du grand public. C'est une des façons d'y arriver. Suivre un peu toutes ces... Moi, je vois ça vraiment comme un grand catalogue de Noël. En fait, toutes les grandes politiques européennes sont déclinées dans des programmes de financement qui eux-mêmes sont déclinés dans des projets. Et si vous avez une bonne idée, vous, sur votre territoire, que ce soit, je sais pas, dans l'agriculture, dans l'innovation, dans l'informatique, peu importe, dans le social, vous avez une bonne idée, vous n'avez pas les moyens de la réaliser, et il y a forcément
un programme européen qui peut vous permettre, si vous cochez les bonnes cases, d'avoir accès pendant un certain temps à une subvention qui peut vous permettre de réaliser ce projet. À propos de subventions et d'argent, EU Radio, présent dans 18 villes en France, ça fait pas mal de salariés, tout ça, ça fait un budget important. Une idée du budget Non, malheureusement, donc, non. Allez, on va dire quelques millions, c'est sans doute faux, mais on adore raconter n'importe quoi au sujet de l'argent. Mais qui paye ? Il y a de la publicité Il n'y a pas de publicité. C'est une radio indépendante, donc qui n'a pas un financement unique. On a vraiment des financements multiples. On a à la fois un financement privé, grâce notamment à la Fondation Hippocrène. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fondation à Paris qui soutient de nombreuses initiatives européennes et citoyennes. On est donc une radio indépendante, donc on bénéficie de ce financement. On bénéficie aussi du financement du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères également, et aussi de financements multiples au niveau régional, notamment via, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est un fonds au niveau régional qui nous permet, nous on appelle ça des locales. Par exemple, moi je suis journaliste en charge de la locale de EU Radio à Strasbourg. Donc je fais appel chaque année à ce fonds régional. Mais mes collègues qui sont à Paris, à Lille, à Bordeaux ou à Nantes, chacun dans sa radio régionale fait appel à l'équivalent de ce fonds de soutien aux radios régionales. L'argent, le nerf de la guerre, aussi peut-être le nerf de la musique classique sur Accent 4. Accent 4, Laurent Janvaux, directeur, vous fonctionnez comment en tant que radio associative avec quelques salariés Ça a été bien expliqué à l'instant. On bénéficie également du fonds de soutien pour les radios locales, le FSER, qui chaque année verse une somme conséquente et qui nous permet de continuer à produire des programmes. Et puis il y a une grande partie aussi qui provient des donateurs d'Accent 4. Il y a chaque année, singulièrement en cette période de l'année, au mois de décembre jusqu'à mi-janvier, de très nombreux auditeurs qui font des donations parce que c'est leur façon à eux de nous remercier pour la qualité de nos programmes et l'excellence des accompagnateurs de ces programmes, que j'appellerais pas des animateurs parce qu'on est dans autre chose, on est vraiment dans un accompagnement pluriculturel pour chacune de nos émissions. Et puis, il y a la possibilité pour les auditeurs de s'abonner aussi à Accent 4 avec une offre de newsletter qui permet d'aller plus en avant dans la découverte de certaines émissions, dans la découverte de certains compositeurs et aussi de bénéficier quelquefois de places pour aller à tel ou tel concert. Voilà. Donc tout ça fait qu'on arrive à maintenir notre budget et puis il y a également des soutiens qui viennent de partenariats que l'on peut mener et obtenir avec des grandes entités. Je parlais tout à l'heure de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, c'est le cas, mais c'est le cas également avec d'autres institutions régionales ou locales. Alors le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, est un fonds destiné aux radios associatives dont la publicité ne représente pas plus de 20% du budget et qui sont autorisés par le CSA, qui est devenu l'ARCOM, qui sont autorisés à émettre en FM ou en DAB+. Donc voilà quoi, il y a quelques centaines de radios qui bénéficient de ce soutien. Et Accent 4 et EU Radio, vous êtes toutes les deux des radios associatives. Est-ce que les bénévoles, ça existe pour de vrai sur Accent 4 ? Absolument, oui. Il y a un noyau dur de 20 bénévoles qui sont très actifs dans l'élaboration du programme. Et puis il y a d'autres bénévoles qui ne sont pas forcément actifs sur l'antenne avec la production de programmes, mais qui participent au fonctionnement d'Accent 4, c'est-à-dire à toute la partie administrative et notamment la relation avec l'auditeur, qui est très importante pour nous, d'être en contact permanent avec nos auditeurs et ceux que l'on espère recevoir sur notre antenne au fil
au fil des mois et de la production de programmes. Donc effectivement, les bénévoles existent et ils sont aujourd'hui encore très engagés et très puissamment engagés dans l'élaboration du programme. C'est-à-dire que leur avis compte. Pour nous, c'est important de pouvoir entendre ce qu'ils pensent du programme et de quelle façon eux envisagent l'évolution, parce qu'un programme radio est fait pour être écouté, donc il faut toujours envisager aussi son évolution dans le temps et son adaptation à l'époque. Savoir épouser son époque, c'est aussi important pour, on le disait tout à l'heure, séduire des publics peut-être plus jeunes ou en tous les cas plus éloignés de la musique classique. Romain Lostis à EU Radio, tout le monde est payé. Tout le monde, non. Alors, on est une radio associative, aussi avec un focus sur la jeunesse. Donc, une partie importante des membres de nos équipes sont des jeunes. Il faut savoir que Radio est aussi une radio-école. Depuis sa création, Radio possède l'Académie Radio. Donc tous les 6 mois, il y a une nouvelle promotion. Donc là, ce sont des stagiaires. Donc vu que ce sont des stages longs, ils sont rémunérés. Alors certes, c'est pas énorme face au travail accompli, mais c'est sûr que c'est mieux que rien. Mais donc ces promotions de stagiaires qui se succèdent tous les 6 mois depuis la création de Radio. Donc Radio a pu permettre de former plus de 250 jeunes aux différents métiers de la radio. Des jeunes qui proviennent là aussi de nombreux pays différents, je crois plus d'une trentaine de nationalités si je ne me trompe pas. Donc il y a cette promotion qui fait un travail formidable et qui est vraiment vitale pour la diversité des contenus que l'on produit. Il y a une équipe de salariés, il y a nous de l'action bénévole, là c'est surtout ce qui est chroniqueur. On encourage vraiment nos auditeurs ou les personnes qui se sentent engagées ou qui ont envie de s'essayer à certaines chroniques, qui ont une expertise particulière sur l'une ou l'autre des thématiques liées à l'Europe. Ça peut être vraiment très très vaste et qui ont envie de partager leur savoir lors d'une ou de plusieurs chroniques au fil de l'année. Et ce sont des coopérations, des partenariats que l'on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Radio. Vous êtes bien dans le Wunderparlement du 23 novembre 2023, en direct ou presque de Strasbourg, Parlement européen. On retrouve après une petite pause nos invités Laurent Janvaux d'Accent 4 et Romain Lostis de EU Radio. À tout de suite. Wunderparlement. In Straatsburg. Vous êtes bien sur le Wunderparlement du 23 novembre 2023, en direct ou presque du Parlement européen à Strasbourg, avec une spéciale radio associative Accent 4 et EU Radio sont nos invités. On a parlé d'Erasmus+, c'est la bonne occasion d'évoquer avec Lizzie et Elena le programme de volontariat européen, une des rares réussites populaires de l'Union européenne dont tout le monde parle, ou presque. Alors, volontariat européen, c'est quoi ce machin, Lizzie ? C'est un programme, un volontariat. Du coup, tu pars dans le pays de l'Union européenne pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois. Et tu fais volontariat dans plusieurs différents associations. Ouais. Le domaine de volontariat sont très divers et tu peux postuler sur n'importe quel projet. Moi, j'ai travaillé dans un ONG en Géorgie et c'est là-bas où j'ai découvert sur cette opportunité. Ça s'appelle Corps Solidarité Européenne. Il y a un site où tu peux sélectionner les programmes qui te plaisent et puis tu peux postuler et si tu es sélectionné, tu pars. Voilà, il faut juste trouver une organisation d'accueil qui va te renvoyer en Europe. Oui. Mais j'ai rencontré quelques jeunes européennes qui ont eu du mal à recevoir l'info comme quoi ce programme existe, parce qu'encore faut-il le découvrir. En Géorgie, d'où tu viens, Lizzie, par exemple, comment as-tu découvert ce programme ? Oui, j'ai travaillé dans un ONG
Et c'est là-bas qu'on m'a raconté sur cette opportunité. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai su sur ce projet. Mais il y a des différents moyens, par exemple, social media. Il y a aussi beaucoup de ONG qui vont dans les écoles ou dans les universités en Géorgie et qui racontent sur cette opportunité. Oui. Et donc, tu es volontaire européenne où, Lizzie ? À Mulhouse, au centre sportif. D'accord, merci. Elena, toi, tu viens de Russie. Et comment as-tu découvert ce programme de volontariat européen ? Il y a 5 ans que je faisais mon stage en France en tant qu'animatrice polyvalente. Et là-bas, j'avais une collègue française qui m'a raconté de ce programme. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe ? Parce que la Russie, qui n'est pas l'ami numéro 1 de l'Union européenne en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, les Russes ont le droit de participer à ce programme, de venir en France, d'avoir un visa, malgré le quasi-état de guerre entre l'Europe et la Russie ? Normalement, c'est toujours plus difficile pour nous d'aller en Europe et participer dans ce programme. Et oui, maintenant, malheureusement, c'est plus difficile pour nous, mais en même temps, c'est possible. Alors, on rappelle, Elena, que tu es volontaire européenne pour 1 an pour Radio WNE à Mulhouse. Radio WNE, c'est le Wunder Parlement avec d'autres radios. Nos invités pour cette émission spéciale radio associative, Laurent Janvaux de Accent 4 et Romain Lostis, EU Radio. Est-ce que tu as des questions à leur poser ? Oui, moi, étant volontaire européenne, je m'intéresse. Est-ce que vous pouvez accueillir des volontaires européens? Parce que, par exemple, j'ai vu sur Instagram au EU Radio, c'est ça, que vous avez des volontaires qui font service civique. Est-ce qu'il y a des possibilités de volontaires européens? Alors là, je pourrais vous donner le contact de l'administration à Nantes et à Bruxelles de nos 2 académies EU Radio. Il me semble que ça serait possible. Maintenant, je ne veux pas trop m'avancer. C'est pas moi qui suis aux commandes des dossiers. Mais vu qu'on accueille, comme je le disais, tous les 6 mois, une nouvelle promotion de stagiaires au sein de l'Académie radio pour être formés au métier du journalisme radio, beaucoup de ces jeunes proviennent de plein de pays différents de toute l'Europe. Donc, il me semble que je ne vois pas pourquoi une personne, via le dispositif du volontariat européen, ne pourrait pas faire un stage chez Radio. Merci Romain de EU Radio. Laurent sur Accent 4, est-ce que vous avez plein de volontaires russes, tchèques, roumains, espagnols, grecs, etc. Non, aucun de ceux que vous avez cités, cher Jean-Luc. Mais c'est vrai que nous, notre structure ne s'y prête pas vraiment pour accueillir de jeunes journalistes en devenir ou de jeunes animateurs en devenir. Parce que c'est vrai que notre structure, elle nécessite une compétence très spécifique concernant la musique classique. Donc on a un peu plus de mal et un peu plus de difficulté à accueillir le jeune public dans ce type de stage ou de formation ou d'accompagnement. Mais il nous arrive effectivement au cours de l'année d'accueillir des musiciens ou d'écoles de musique ou des jeunes qui sont en formation au sein des orchestres. Ça arrive quelquefois. Mais c'est un peu plus complexe à organiser, effectivement. Lizzie, je crois que tu as une question à poser à nos 2 invités d'Accent 4 et de EU Radio. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter sur l'émission ou le reportage le plus mémorable, le plus insolite pour vous? Moi, rien de bien à l'esprit directement. Si peut-être un souvenir, mais qui remonte à très très loin, c'est lorsque nous avons ouvert les frontières définitivement en Europe pour le passage plus facilité pour les populations. Et je me souviens de l'ouverture de la frontière entre la France et l'Allemagne, parce que je suis issu de 2 cultures. Ma maman est née
né en Allemagne et mon papa en France. Et donc, j'ai été baigné par cette culture. Et il se trouve que dans une autre vie, lorsque je travaillais à Radio France, j'avais été choisi pour accompagner le Saarländische Rundfunk, qui est la radio du service public allemand, à l'occasion d'une émission qui marquait de façon symbolique l'ouverture définitive de cette frontière en direct, à la fois sur France Inter et sur le Saarländische Rundfunk. Et c'est un souvenir très marquant que j'ai encore aujourd'hui à l'esprit, parce que pour moi, c'était tout un symbole de pouvoir être présent à ce moment-là, à minuit 00, lorsque on a appliqué ces consignes. Oui, la disparition des frontières et des douanes entre la France et l'Allemagne et entre d'autres pays européens, c'est une autre réussite de l'Union européenne. Avouons-le, Romain Lostis, EU Radio, un reportage insolite, un souvenir incroyable. J'en ai plein, en fait, parce que, bon, c'est difficile de choisir, en fait, mais la question étant de dire un seul, parce qu'une partie de mon travail consiste justement à aller sur le terrain pour faire vivre cette dimension européenne sur le territoire. Si je devais en citer un, peut-être en juin dernier, après les journées européennes de l'archéologie, je me suis rendu à la gare de Strasbourg, derrière la gare, en fait, la gare ferroviaire de Strasbourg a un projet d'extension. Et avant de construire un nouveau bâtiment derrière, c'est la loi, ils ont organisé un chantier de fouilles archéologiques qui n'était pas ouvert au public, mais en tant que journaliste, on pouvait y aller. Donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé, et pendant toute une demi-journée, on m'a montré, en fait, mètre après mètre, les 3000 ans d'histoire strasbourgeoise sur ce morceau de terrain. Donc on passait des forteresses Vauban du temps de Louis XIV et des grandes conquêtes de la monarchie française en Europe. Puis un mètre en dessous, c'était un cimetière de la Rome antique, parce qu'il y avait un camp militaire de la Légion romaine ici, le long du Rhin, parce que c'était la frontière de l'Empire romain face aux nations germaniques. Puis encore en dessous, c'était des restes plus préhistoriques. Enfin, parce que moi, j'ai fait des études d'histoire avant de devenir journaliste, donc c'est toujours des choses qui me passionnent, et on est souvent dans nos métiers, on va dire, modernes, mais y compris en tant que journaliste, on est parfois vite coincé devant un écran d'ordinateur à faire se succéder nos différentes tâches quotidiennes. Donc là, j'étais vraiment très content de pouvoir aller sur le terrain et voir vraiment cette histoire européenne d'une ville qui est tout autant, en fait, parce que Strasbourg a été au fil des siècles tantôt française, tantôt allemande. Donc voilà, je dirais cet exemple-là. Alors voilà, Strasbourg, capitale européenne, c'est du moins ce qu'on essaye de nous faire croire ici. On s'approche de la fin de cette émission. On va peut-être revenir avec nos deux invités pour conclure sur la découverte et le sentiment que vous inspire ce Parlement européen, ces 705 députés, ces 3000 personnes tous les jours ou presque, enfin 3 jours et demi par mois en vrai, qu'on peut y trouver. Laurent Janvaux, directeur d'Axe 4, le Parlement européen, ça fait peur, non ? On n'a pas envie d'y aller ? Non, pas du tout. Non, ça fait pas peur. C'est stimulant. Ça stimule aussi la curiosité et l'envie d'apprendre. En fait, c'est surtout ça que l'on ressent. On est émerveillé par le bâtiment qui est très très beau et par ces grands espaces. Mais surtout, on a envie d'en savoir plus. On a envie de découvrir comment ça fonctionne et surtout aussi s'immerger dans ce qui fait finalement l'histoire au quotidien de la construction européenne. Parce que je crois que c'est dans ce bâtiment qu'on peut le ressentir et qu'on peut le constater. Donc, plein d'envie, plein d'étonnement et de curiosité. Alors, pour en savoir plus et pour tout comprendre, on écoute bien sûr EU Radio avec Romain Lostis. Toi, ça fait maintenant plus d'1 an que tu viens 3 jours et demi par mois au Parlement européen à Strasbourg. Maintenant, tu connais tout le monde. Qu'est-ce qui est marquant ici ? Est-ce que ça vaut le coup de venir ? Oui, bien sûr. Non, venez. D'ailleurs, le Parlement européen à Strasbourg est ouvert au public tous les jours, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas, en fait, même à contacter un député ou une députée européenne qui vous intéresse pour prendre rendez-vous, que ces élus vous fassent visiter eux-mêmes le Parlement. C'est des choses qui se font, donc vraiment n'hésitez pas. C'est pas le cœur de la démocratie européenne pour rien. Il faut le faire vivre. Donc, comme le disait Laurent, faut pas avoir peur. On est là pour ça, en fait. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me marque ? C'est
En fait, oui, oui, comme le disait Laurent, en fait, c'est vraiment le reflet de l'Europe d'aujourd'hui, en fait, parce que le Parlement européen est à la fois basé à Strasbourg et à Bruxelles. Donc là, c'est une petite complexité logistique, en fait, mais tout le personnel des députés européens, le reste du mois, comme vous l'avez dit, Jean-Luc, en fait, trois jours par mois, ils viennent à Strasbourg pour les sessions plénières, donc pour voter, mais évidemment, ils ne passent pas leur vie à voter. Le reste du temps, ils travaillent, ils vont sur le terrain rencontrer des experts, préparer leurs textes de loi, négocier avec les autres groupes politiques. Tout ce travail en amont, ils le font à Bruxelles. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu toute cette navette dans les trains, sur les routes, tous les mois, des centaines de députés européens et de leurs équipes, y compris des journalistes de toute l'Europe qui se rendent tous à Strasbourg. Donc pendant une semaine, chaque mois, la ville de Strasbourg est un peu transformée et vit au rythme de ces sessions plénières. Donc c'est assez, oui, encore une fois, je suis d'accord, c'est très stimulant à assister, très stimulant à être ici sur place pour observer tout ce processus. Lizzie et Elena, et vous, ce Parlement européen que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, est-ce que vous pouvez en dire du mal ou du bien, hein, enfin, quel est votre sentiment par rapport à cette découverte du Parlement ? Pour moi, ça fait seulement 3 jours que je suis là, donc je peux pas dire mal, mais les MEP qu'on a interviewés, eurodéputés, oui, ils ont été très conviviales et moi je suis contente et en plus c'est mon profession, relations internationales, et c'était un bonne expérience pour moi de venir ici et de découvrir comment tout ça fonctionne, rencontrer des MEP et oui, c'est une expérience assez mémorable, ouais. Elena ? Je suis d'accord avec Lizzie parce que pour moi, c'est aussi l'expérience exceptionnelle parce que je suis citoyenne russe. Mais en même temps, je peux assister au Parlement européen, je peux parler avec des députés, je peux prendre des interviews. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai découvert que presque tous les députés que j'ai rencontrés, ils sont ouverts. Ils sont, très... Oui, c'est ça. C'était un petit peu quelque chose un petit peu différent, par exemple, qu'au contraire de la Russie, parce que normalement, tous les députés, tous les hommes politiques sont très... distants ? Oui, distants, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, merci Lizzie, merci Elena, merci à nos deux invités, Laurent Janvaux, directeur d'Accent 4, accent4.com, pour écouter, découvrir. Merci Romain Lostis, journaliste à Strasbourg pour EU Radio. Merci à vous. Qu'on peut écouter et découvrir sur euradio.fr. Et un grand merci à notre merveilleux régisseur, technicien et bien plus, Bertrand, et à bientôt pour de nouvelles aventures européennes dans le Wunderparlement. 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 Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.